Crazy Studio. Salut à tous et à toutes. Avant de vous laisser avec cette nouvelle émission d'Hermite Critique, je tiens à vous informer de plusieurs choses concernant la chaîne. Premièrement, Crazy Studio a à présent son Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre pour savoir ce qui va arriver ensuite, voter pour la prochaine émission sur quoi elle porte et compagnie. Suivez-nous sur Instagram, c'est un ordre. Vas-y maintenant. Je m'en fous, j'attends. Ensuite, Crazy Studio sera présent le samedi 27 octobre à un événement don du sang cosplay à Marseille. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, donnez votre sang surtout parce que c'est très important. Et si vous aimez aussi le cosplay, n'hésitez pas à venir. Et donc troisième information, et pas des moindres vu que je l'ai appris hier, que ce n'est même pas dans le scénario, Crazy Studio est invité au Hero Festival, donc si vous voulez venir nous rencontrer, n'hésitez pas. Nous serons donc jeunes talents du web. C'est vrai qu'on a du talent quand même. Enfin bref, je vous laisse avec votre épisode d'Hermite Critique. C'était Hermite. À vous les studios. C'est une trilogie. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Salut mes petits viewers du 21e siècle, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. Cette fois-ci, on va parler d'une saga qui, vous l'aurez compris, vous aura tous donné envie, moi y compris, de devenir paléontologue, Jurassic Park. Donc nous ne parlerons pas ici de Jurassic World, pour moi c'est une trilogie à part entière, et ce serait bête d'en parler avant la sortie du troisième opus. Donc on va commencer ici dès à présent avec le premier Jurassic Park, sorti en 1993. Mais tu te calmes Rex? Va dans ta niche! Tu vas pas me casser les couilles, hein! Je suis en pleine émission! Merde! Donc Jurassic Park à la base est un livre écrit par Michael Crichton, le parc jurassique en français, dans lequel des scientifiques aidés par la science-fiction réussissent à redonner vie à des dinosaures. Seulement, un technicien travaillant pour cette compagnie va les trahir pour une entreprise rivale et ça va foutre la merde et les dinosaures vont être libérés. Vulgairement dit, c'est ce qui se passe à peu près dans l'histoire. Bon, j'ai pas lu le bouquin, donc je pourrais pas trop vous donner mon avis là-dessus. Par contre, ce sur quoi je me suis renseigné, c'est sur l'adaptation, et elle est très fidèle, très respectueuse de l'histoire originale. Donc tout bénef. Donc vous l'aurez compris, les personnages tentent de survivre dans cet univers grandement compliqué, et du coup, vu qu'on parle des personnages, on va un peu plus s'attarder sur eux. Tout comme vous ne vous attardez pas sur ce que je dis, mais sur ce putain de chat. Bien joué les joueurs. Vous me décevez. Commençons donc par un super personnage qui est Alan Grant. Ce personnage interprété par Sam Neill est un paléontologue aimant traumatiser les enfants, c'est peut-être pour ça que je l'aime, et qui est aussi un peu allergique à la technologie. Il a des doutes quant à la viabilité du parc qui vient de se créer, et du coup à l'avenir de sa profession. Et on peut le croire. Et comme si ce n'était pas assez amusant, cet homme aimant traumatiser les enfants et du coup n'aimant pas tellement les enfants, va devoir supporter deux mioches, parfois sympathiques, parfois insupportables, et du coup veiller sur eux durant tout le film. Ben oui, hein, la construction de personnages, les évolutions de personnages... Ensuite, nous avons Ellie Sattler, jouée par Laura Dern. C'est une paléobotaniste, mais j'aurais pas grand chose à dire d'elle à part qu'elle a des putains de cojones et qu'elle veut devenir maman. Heureusement qu'elle promet point, sinon on pourrait dire que Spielberg est sexiste. Des putains de cojones. Puis John Hammond, joué par Richard Attenborough. L'homme qui a tout créé, qui a dépensé sans compter. Écoutez-le. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Ouais. Vous aussi vous aimez cette phrase, hein. Et puis après vient mon personnage favori, Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. Personnage drôle, attachant, mathématicien, adepte de la théorie du chaos. Il s'oppose dès le début à ce vieux con de John Hammond. Et il a toujours raison. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'utilise toujours cette phrase, ma phrase fétiche. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Hé! Et donc pour revenir sur les deux petits-enfants de John Hammond, Lex et Tim, dont les noms des acteurs s'affichent à l'écran parce que je les ai pas retenus,
Oui, je fais pas mes devoirs. Eh bien, le fait qu'il soit tantôt supportable et intéressant et tantôt vraiment chiant et on a envie de les tabasser, ça ne vient pas des acteurs. Les acteurs sont toujours justes. C'est l'essence même des personnages, de montrer les côtés irritants et attachants des enfants. Donc c'est plutôt réussi, en fait. D'ailleurs, concernant Grant et Malcolm joués par Sam Neill et Jeff Goldblum, petite remarque intéressante, les deux seront réunis dans un seul et même film en la présence de Thor Ragnarok. Et oui, Thor Ragnarok dans laquelle Jeff Goldblum joue le grand prêtre et dans laquelle Sam Neill joue Odin dans la pièce de Loki. Ah, vous le saviez pas? Ou vous le saviez? Je sais pas, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par-dessus des acteurs très bons, une histoire divertissante, des thématiques très intéressantes? Une bonne réalisation? Oui, non, parce que ce film est réalisé quand même par Steven putain de Spielberg, un des réalisateurs quand même ayant marqué son temps. D'ailleurs, réalisateur, se dit en passant, qui s'est fait refouler parmi toutes les écoles de cinéma. Je rappelle, c'est le réalisateur quand même qui nous a livré des films comme E.T., Indiana Jones, Rencontre du troisième type, Ready Player One, et je vais arrêter là parce qu'il y en a tellement que je pourrais même pas les lister. Aussi, si vous ne le saviez pas, Jurassic Park est un film de commande, et oui, c'est-à-dire que ce n'est pas Spielberg qui a voulu faire le film, ce sont les producteurs qui lui ont demandé. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, tout simplement parce qu'il voulait financer son film, La Liste de Schindler, et que c'était la seule condition. Liste de Schindler, d'ailleurs, film que je vous recommande de voir si vous n'avez pas peur des films assez bruts, des films vraiment qui vous font pleurer, des films sur la Seconde Guerre mondiale. Franchement, si vous n'avez pas peur de tout ça, allez le voir, c'est un chef-d'œuvre. Et je bouge beaucoup des mains, parce que ça le mérite. Vous l'aurez donc compris, Spielberg a fait un travail génial sur ce film. Que ce soit de retranscrire le grandiose, la magnificence et la dangerosité de ces animaux, ou même mettre en scène la tension avec ses cadres, avec sa lumière, que ce soit les scènes avec les dinosaures, que ce soit les scènes avec les ordinateurs, quoi qu'il arrive, la tension et l'émerveillement est toujours présent. Ce qui est quand même assez paradoxal avec ce film, c'est que ces personnages se font buter les uns après les autres, ou blessés, ou doivent survivre à des dinosaures extrêmement effrayants, et que nous tous, étant enfants, on avait toujours envie d'être à leur place. Sans parler de la musique, alors là, John Williams, le fameux John Williams, qui nous a servi des thèmes mémorables, à commencer par le thème principal. Bon, on arrête là, parce que droit d'auteur, tout ça, j'ai pas envie de me faire baiser par YouTube et perdre mon argent. Mon délicieux argent. Et les animatroniques sont tout aussi bluffants, les dinosaures sont tout aussi réalistes. Et je vais m'amuser encore une fois à niquer le souvenir et les idées préconçues de certains fans hardcore, ceux qui nous disent « Ouais, il n'y a que le premier qui est bon parce que les images de synthèse c'est de la merde, de toute façon, les animatroniques c'est tout ce qui est bien et tout le reste c'est de la merde. » Alors, petit Jean-Kévin Kikou de 3 ans, parce que pour moi en âge mental tu as 3 ans, sache que pas mal de séquences, et pas mal veut dire beaucoup de séquences du premier film sont faites avec des images de synthèse pour les dinosaures. Vélociraptor et plein d'autres. Donc ferme ta gueule. Ça te fait chier quand on te met face à la propre réalité, connard! Ce qui est horrible avec ce genre de saga, c'est que suivant les opus, on sait pas trop quoi dire négatif dessus. Du coup, vous inquiétez pas, ça va venir avec les 2 autres. En attendant, celui-là est parfait. Rex, je t'avais prévenu. Du coup, on va pas perdre plus de temps vu que j'ai déjà dit tout ce qui était positif et que j'ai rien d'autre à dire négatif sur le film. D'ailleurs, j'ai rien dit. On va passer du coup à Jurassic Park, Le Monde Perdu, le 2e opus de la trilogie, qui est sorti en 1997. Du coup, 4 ans après le premier film, une petite fille d'une croisière se fait défoncer par des dinosaures, ce qui révèle du coup la présence d'une des îles de Jurassic Park. Le neveu de Hammond prend le contrôle de la compagnie familiale et le vire. Il veut créer un nouveau parc en capturant des dinosaures de cette île. Seulement Hammond n'est pas d'accord, il est passé de capitaliste à écologiste en 4 ans. C'est quand même rapide. Un peu comme Nicolas Hulot dans le gouvernement, mais à l'effet inverse. Et du coup, il décide d'appeler Ian Malcolm pour qu'il y aille avec une équipe de chercheurs, prendre des photos, faire un dossier pour avoir la sympathie du public. Et ce connard va y aller juste parce que sa copine est là-bas. Putain, ma copine, je l'aurais laissé crever, moi.
bouffé par un dino, pâté pour chien. Pour dino plutôt. Ouais. Voilà donc le pitch de ce deuxième film, sympathique mais toutefois moins bon que le premier, ne vous inquiétez pas, on y vient. Spielberg est de retour derrière la caméra et on peut dire que c'est moins bon. En effet, rien de vraiment nouveau, rien de neuf. Le film est beaucoup moins mémorable que le précédent. Et honnêtement, ça se voit qu'il en a marre de l'expérience au fur et à mesure du tournage. Et qu'il a juste envie de rentrer chez lui. Mais je vais préciser pourquoi. Oui, non, parce qu'il y a des scènes mémorables, hein, comme la poursuite du T-Rex, la chasse des raptors, le T-Rex à New York, enfin tout ce qui correspond aux dinosaures les plus emblématiques de la saga. Mais les scènes même mémorables de ce film sont moins mémorables que celles du premier. Donc voilà. Mais ce qui est bête, c'est qu'on sent que Spielberg, à la base, et il l'a dit lui-même, voulait vraiment faire une bonne suite à Jurassic Park. C'est ça qui est bête. Surtout que déjà, son autre petit bijou, Les Dents de la Mer, dont je ferai sûrement un jour une émission, a eu des suites vraiment pas jojo. Donc, entre le script qui est réécrit encore et encore, des scènes qui auraient été super cool à l'écran, mais qui ont été annulées, des personnages qui devaient être de l'aventure, qui étaient du premier film, mais qui sont réduits à de putains de caméos, etc., ça sent le pâté Lidl déjà. Attendez, j'ai une super idée. Forçons Michael Crichton à écrire une suite à son bouquin pour se baser sur son bouquin pour faire notre script parce qu'on est des putains de branleurs. Et alors attendez, meilleure idée encore. Modifions tellement de trucs dans son bouquin que à la fin ça n'a aucun sens qu'on lui fasse écrire un bouquin pour se baser sur son idée vu qu'on modifie tout. Parce qu'on est des putains de flemmards de merde. Ensuite, même les acteurs sont pas très convaincants. Julianne Moore fait ça pour se remettre de son divorce, elle l'a même dit dans une interview, et elle nous livre une Sarah Hardy pas très convaincante. Et j'ai jamais vu Ian Malcolm, Jeff Goldblum, excusez-moi, aussi peu impliqué dans son rôle. Je veux dire, le mec, Jeff Goldblum, même quand il joue des nanars, il est content. J'ai l'impression qu'à Spielberg, il était là, il lui mettait un flingue sur la tempe en disant « Vas-y, joue, fils de pute !» Allez les enfants, on va faire une petite expérience tous ensemble. Voyez-vous, ça c'est Ian Malcolm dans le premier film. Ça c'est Ian Malcolm dans le deuxième film. Y'a rien qui me choque? Let's go babouche! Donc on passe d'un Ian Malcolm cynique, amusant, drôle, intéressant et compagnie, à un Ian Malcolm névrosé, assez aigri de la vie. Alors attention, c'est une évolution de personnage tout à fait crédible et intéressante. Le tout est de savoir pourquoi Spielberg a pris cette direction-là plutôt qu'une autre. Même les voisins sont intéressés. Non, fini de plaisanter les amis. Non, en vérité, je vous le dis, on sent dans l'évolution du film, tout comme l'évolution du personnage principal, que Spielberg est devenu plus mature depuis La liste de Schindler. On sent vraiment que ce film l'a changé. C'est-à-dire que dans le premier film, on passe vraiment un moment à voir l'émerveillement, la beauté de la nature, vraiment le côté majestueux, grandiose. Et d'ailleurs, c'est ce que voient les personnages d'ailleurs à travers les yeux de Spielberg. Et dans le deuxième film, on passe plutôt tout le film à nous montrer que les dinos c'est le danger, qu'il faut avoir peur, il faut fuir. On sent vraiment qu'on n'est plus du tout dans l'émerveillement, on n'est plus du tout dans le grandiose, dans la beauté. On est dans le flippant. D'ailleurs, pour bien vous donner une idée du truc, dans le premier film, c'est vraiment les carnivores qui sont dangereux. Hein. Les herbivores, ils sont pas vraiment dangereux. Vous regardez le Triceratops, même les brachiosaures et tout, ils sont gentils. Ils sont là, c'est gentils les dinosaures. Là, ici, même les putains d'herbivores sont dangereux. Regardez. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit vraiment qu'ici, on a un film beaucoup plus sombre que le précédent. Après le rythme du film... Non, sans déconner, s'il y a un problème avec ce film, c'est le rythme. Il sait vraiment pas sur quel pied danser. Le film dure 2h09 et on a l'impression qu'ils ont rajouté une demi-heure de trop. Il y a des scènes qu'on regarde, là, on en a absolument rien à foutre. Que ce soit la mort du troisième trou du cul des chasseurs, là. Il y a plein de scènes qui ne servent absolument à rien. Que ce soit dans l'avancée de l'histoire ou l'évolution des personnages. Donc sans déconner, on a l'impression de faire du trekking avec eux. Voilà. Après, pour ce qui est de la thématique du film, bah, c'est la même que dans le film précédent, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez qu'à revenir avant dans la vidéo. Ensuite, dernier point noir du film. Merde.
Ensuite, dernier point noir du film, et c'est pas fait exprès ce jeu de mots, la fille de Ian Malcolm. Sans déconner, elle est insupportable. En fait, ils ont juste voulu reproduire l'expérience de « s'il y avait un gosse dans toute cette bataille ?» Mais on avait des gosses. On avait les deux du premier film, on pouvait les faire revenir, on pouvait faire un putain de caméo et de supporter une putain de gymnaste. Après, il n'y a pas que des mauvais points dans ce film, à commencer par la musique de John Williams. John Williams qui, contrairement à d'autres compositeurs qui se concentrent juste à faire un thème très intéressant et à le remettre dans le film d'après, non, ici il fait de nouveaux thèmes tout aussi mémorables et intéressants que ceux du premier film. Et le film reste quand même intéressant avec des scènes d'action sympathiques quand même si le méchant reste putain de stéréotypé. Putain, quel antagoniste. Bon, après, dernier point négatif, que ce soit pour le premier film ou le deuxième film, les effets spéciaux ont quand même un peu vieilli depuis le temps, mais bon, ça fait 20 ans que les films sont sortis. Honnêtement, à l'époque, ils étaient déjà bluffants et personne ne voyait la différence. C'est juste qu'avec le temps, les effets spéciaux se sont perfectionnés. Donc les gens maintenant voient un peu les différences avec des effets spéciaux d'il y a 20 ans. Voilà, c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste une remarque. Donc ne me bâchez pas parce que je dis ça. En fait, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles, mais bon, je me dédouane. Donc finalement, voilà donc ce Jurassic Park, le monde perdu. Spielberg voulait donner un film magique aussi bon que le premier. Il a donné un film correct, potable. C'est sympathique mais pas extraordinaire. Ce film mérite donc la mention téléfilm sur 20. Oui, je sais que je suis un petit peu dur. Excusez-moi, c'est juste que bon, personnellement, je trouve le premier tellement merveilleux que bon, même si le deuxième est bon, il contrastera tellement avec le premier que bon. Voilà. Et maintenant, à présent, promptement, passons au troisième film, l'ultime volet Jurassic Park. Celui que tout le monde déteste, celui que tout le monde haït, celui sur lequel tout le monde aime décharger sa haine. Je parle bien entendu de Jurassic Park 3, sorti en 2001. 4 ans sont passés depuis les événements du deuxième film, décidément de 4 en 4, et un couple de milliardaires veut engager Alan Grant pour survoler l'île. Alan Grant va donc accepter contre un énorme chèque et va prendre son assistant Billy. Oui, parce que son assistant s'appelle Billy. Honnêtement, on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Ils vont donc survoler l'île. Seulement, oulala, retournement de situation, scénario, tout ça. En fait, le couple n'était pas milliardaire. Et oui, donc ils ont fait un chèque en bois. Et en plus de ne pas être milliardaires et du coup de rechercher leur gosse qui s'est craché sur cette île-là, et ben eux-mêmes, toute l'équipe, se crache. Alors de la succession de vie de merde, de karma, mais en plus, moi je les aurais butés. À la base, Spielberg devait réaliser le film, n'étant pas refroidi par son semi-échec du deuxième film. Seulement après de multiples réécritures de scénario, tout comme ça s'est passé pour le deuxième film, il sent la merde arriver et se barre. Déjà, quand un grand réalisateur se barre d'un projet, quand c'est pas pour des raisons d'emploi du temps, c'est qu'il y a quelque part un problème. Comme ce tournage. Et le pire, c'est qu'à la base, on devait avoir un scénario beaucoup plus intéressant. On devait avoir Alan Grant qui étudie sur Isla Nublar les dinosaures de manière cachée à la Jane Fossey. Bon, Jane Fossey, si vous ne connaissez pas, payez-vous une culture, allez voir sur Wikipédia. Mais du coup, c'est clairement plus intéressant que cette histoire de sauvetage d'Inulté, film du dimanche, sauvetage en avion, sauvetage aérien, le retour du sauvetage. C'est donc avec l'arrivée de Joe Johnston que le film va prendre une tournure inattendue. Il va commencer par vouloir virer le Tyrannosaurus Rex, le logo même de la franchise, et le remplacer par le Spinosaure pour donner un coup de jeune à la franchise. Comment dire, quand tu supprimes cette star de l'affiche et quand tu l'as fait crever en même pas 20 minutes de film, il y a toutes les chances de te mettre les fans à dos. Surtout quand le personnage est aussi iconique. Ah, et je vous avais dit que les scénaristes étaient complètement aux fraises pour le deuxième film, alors qu'est-ce que c'est pour le troisième film? Vous allez pas me croire. C'est-à-dire que
Les acteurs eux-mêmes étaient obligés d'approfondir leurs personnages tant ils étaient creux et insipides. Les acteurs travaillaient sur leurs personnages au point de vue scénario, sur le développement de leurs personnages. Vous réalisez quand même le délire? Et c'est même pas moi qui le dis. Attendez, voilà une citation de Alessandro Nivola, si je l'ai bien dit, qui joue Billy. Alors, il dit « C'est le seul rôle de ma carrière pour lequel je n'ai aucune matière pour construire mon personnage. C'était exaspérant. C'est Sam Neill, donc Alan Grant, qui m'a aidé à tenir. On se posait dans les caravanes pour jouer des chansons de Beach Boys. Sans ça, je serais devenu fou. » A noter également qu'à la base, il devait y avoir un Jurassic Park 4 et qu'il devait être dedans et qu'il priait de toute son âme pour pas être dedans. Vous commencez à voir où je veux en venir? Et c'est pas tout. Même William Macy, qui jouait Paul Kirby, trouvait les personnages inconsistants et même le réalisateur Joe Johnston a menacé de quitter le projet. Vous sentez ou pas que c'est une idée de merde ce film? Ah, et aussi si vous ne le saviez pas, si ce film est un tel gouffre scénaristique, c'est peut-être aussi parce que les scénaristes ont rappelé encore une fois Crichton pour qu'il fasse un livre pour se baser sur son travail pour le troisième film. Crichton a accepté, sur le coup il s'est dit bon ben je vais le faire, hein, écoutez, Inch'Allah. Seulement il s'est ramené et seulement quelques jours après il s'est barré parce qu'il avait même pas d'idée de quoi d'intéressant à raconter. Il savait pas quoi raconter, c'est pour dire. Quand même le mec qui a écrit le livre de base se barre en disant c'est pas nécessaire de faire le film. La preuve que scénaristiquement parlant, tout ce qui est intéressant dans les deux premiers Jurassic Park, c'est Crichton qui l'a amené. Et vous pourriez vous dire que tout cet amas de merde s'est amélioré avec le tournage, mais même pas. C'est-à-dire que premier jour de tournage, un cascadeur a un accident, ensuite une barge avec je sais plus combien d'euros, enfin de dollars ici, de matériel se renverse dans la rivière, la scène des ptéranodons est ajoutée parce que le script est encore une fois remanié, genre la vie entière, Dieu même les regarde et dit « Non mais les mecs, arrêtez », il lui envoie 50 signaux à la minute d'arrêter le tournage. Et les mecs ils sont là « Ouais, non, ça passe. » Clairement, ça passe. Non mais genre, pour vous dire, même Joe Johnston, donc le réalisateur, et Spielberg, qui du coup était sur le projet en tant qu'il me semble producteur, il me semble, même les deux ont menacé de quitter le projet pendant le tournage. Même eux, ils ont dit « S'il vous plaît, on arrête maintenant, stop les frais. Non, on continue. » Bordel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup, Hermite, qu'as-tu pensé de ce Jurassic Park 3? Ben, c'est pas foufou, les amis, hein. Entre un scénario digne d'un film de série Z et un rythme qui prend l'exact opposé du deuxième film, mais vraiment l'exact opposé. Non, parce que pour le coup, autant le deuxième film, ça rame du cul et c'est lent, mais alors celui-là, c'est carrément... Grouillez-vous les mecs! Ils sont en train de voir qu'on n'a pas de scénario! Faites avancer l'intrigue! Après, niveau réel, rien de bien intéressant, il y a quelques cadres sympathiques, mais bon, côté cadre, lumière, rien à noter précisément. Le film pourrait être un téléfilm, que ce serait la même chose, on verrait pas la différence. Côté personnage, Alan Grant est le seul personnage intéressant, Billy est sympathique, Paul Kirby, bah il a pas de couilles, et Madame Kirby... Madame Kirby... Disons que je crois que c'est le seul personnage de tous les films que j'ai vus qui a réussi à défoncer les ondes sonores. Je pense que n'importe quelle personne qui a vu Jurassic Park 3 a envie d'étrangler Madame Kirby jusqu'à ce que mort s'en suive. Si vous ne me croyez pas, voici quelques petits extraits vous donnant une petite idée du personnage. Madame Kirby, Madame Kirby, Madame Kirby, Madame Kirby, je vous en prie. Madame Kirby, Madame Kirby. Vos oreilles peuvent me remercier. Et après, Eric... bah, c'est Eric. Et le reste des personnages, bah, c'est de la chair à canon, donc rien à dire dessus, à part que, bah, un noir, il doit mourir, un chauve, il doit mourir, toi, tu dois mourir. Et les raptors, mes dinosaures préférés de la saga, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème avec eux. C'est-à-dire que je veux bien qu'ils soient intelligents, très intelligents, plus intelligents que les autres animaux et compagnie, mais là c'est vraiment exacerbé. C'est même pas qu'ils sont plus intelligents que les primates ou les humains, c'est que carrément à ce niveau-là, ils connaissent le scénario, ils disent « ils vont passer par là, allons-y ».
N'importe quoi. Et je parlerai pas de la scène du pipeau parce que je vous jure, je vais être vulgaire tellement c'est du nanar. Et en mettant de côté les incohérences paléontologiques, parce que bon, Jurassic Park, ça a jamais été une référence là-dedans. La scène des ptéranodons est d'un ennui mortel et le spinosaure il est pris d'un complexe dans de la mer. Je veux dire, il va pourchasser nos personnages jusqu'à ce que mort s'en suive pour vraiment les bouffer, il les pourchasse. Hein. Tout comme le requin des dents de la mer pourchasse la meuf parce que son mari a tué son pote. Enfin... D'ailleurs, quand on sait que le ptéranodon et le spinosaure étaient tous les deux piscivores, c'est-à-dire qu'ils mangeaient du poisson seulement, ou alors sauf exception, ça la fout un peu mal de mettre des scènes d'action avec des ptéranodons et des spinosaures. Et bon, j'ai dit que je restais pas 30 ans sur les incohérences, mais bon, quand on sait que ptéranodon veut dire bouche sans dents, mettre des dents au ptéranodon... Ouais. Par contre, ce qui est chelou, c'est que le spinosaure se fait percuter par l'avion et que quelques minutes plus tard, on le retrouve fringant comme jamais. À moins qu'ils ont tué le pote du spinosaure, un autre spinosaure, et que lui, il pourchasse les personnages pour se venger. Comme dans Les Dents de la Mer. Donc le complexe serait vraiment justifié, ce serait vraiment le même délire. Donc tout serait lié. Tout serait lié. Et oui. Et attends, y a pas que ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la scène où ils sont dans le bateau, bizarrement le spinosaure il apparaît comment? Sa crête dépasse de l'eau. Tu la veux ta référence subtile. Pom 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 pom. Et oui. Et maintenant je vais vous parler quand même de l'incohérence qui m'a vraiment fait le plus rire sur ce film. Le fait que le spinosaure arrive à détruire une putain de barrière énorme conçue pour résister à des dinosaures gigantesques, mais qui, littéralement 30 secondes de film plus tard, n'arrive pas à défoncer une porte juste retenue avec 4 verrous. Ah, c'est magnifique quand même quand le scénario veut nous guider. Bon, j'ai pas non plus envie de violer le cadavre du film, hein. Il y a quand même des bonnes choses. À commencer par les animatroniques et les effets visuels qui sont vraiment géniaux et super bien faits. Honnêtement, le film est sorti en 2001, on est en 2018, c'est toujours aussi bluffant. Et après, les musiques de Don Davis sont correctes, même si honnêtement, on ne retient que le thème de John Williams. Mais bon, comme je le dis si bien, ça fait le café, ça passe. Voilà donc, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le troisième film. Un scénario raté, enfin creux, des personnages inintéressants, un rythme effréné pour montrer... vite, regardez, il y a des choses, même si on n'a pas de scénario. Honnêtement, j'ai qu'une seule mention à donner à ce film, c'est raté sur 20 et je pèse mes mots. Voilà donc les amis, je vais quand même pas faire de top, parce que bon, un top sur 3 films, c'est pas vraiment très intéressant, surtout que vous avez mon avis sur les 3 films. Vous pouvez facilement deviner lequel est selon moi le meilleur. Par contre, là où mon avis sera plus nuancé, ce sera quand il y aura les 3 Jurassic World. À ce moment-là, je ferai un top des 6 films. Il y aura un minimum de challenge. Mais bon, je vais sûrement vous dire quel est mon Jurassic Park préféré, même si je pense que, vu la critique, c'est plutôt clair quel est mon Jurassic Park préféré. Mais bon, je vais pas y répondre tout seul. Bob Lennon, quel est mon Jurassic Park préféré? Facile. Le premier. Oui, bon, le premier, d'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est le premier? En général, c'est les premiers les meilleurs. Eh, c'est pas faux. Il a même raison. Voilà donc mon avis sur la trilogie Jurassic Park les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que ça nous aide vraiment, ou même à commenter pour donner votre avis sur l'émission, sur la critique, sur la trilogie, je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. Et donc, j'espère vous revoir pour l'événement Don du Sang Cosplay le 27 octobre, le samedi du coup, ou au Eurofestival les 10 et 11 novembre 2017, ce seront samedi et dimanche également. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine critique. Cette fois-ci, on parlera de... Mais merde, qui c'est qui a éteint la lumière? On n'a pas payé la facture? Tout doux. Tout doux, mon petit. Ah!